Nous sommes mardi 18, nous sommes jour férié. Eh bien, lendemain de Nuit de Destin, on souhaitera encore une fois une bonne... Je cherche une expression pour désigner ce live. Je vais me tourner vers M. Daouda Coulibaly. Bonsoir Daouda. Bonsoir Brice. On dit bon lendemain de Nuit de Destin. Oui. On a eu le temps de prier, de faire monter les prières à Dieu. Beaucoup prier parce que c'est la nuit du destin qui intervient dans les derniers jours du mois de Carême. Et c'est l'une des nuits qui est considérée par les musulmans comme une nuit la plus importante que mille nuits. Dans la mesure où c'est pendant cette nuit-là que le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'archange Gabriel. Et donc pendant cette nuit, ça intervient vers la fin du mois de Carême, quelques jours avant la fête du Ramadan. Donc tous les musulmans prient pour la paix, pour la cohésion, pour le bonheur. Et ce qui me concerne, j'ai prié pour vous tous. Merci beaucoup. Qu'il y ait la paix sur ce plateau, Merci. La paix à l'AFTV, la paix en Côte d'Ivoire, la paix sur Internet, mais surtout la paix dans le cœur de tous les Ivoiriens. Que l'amour habite chacun de nous. Amin. Amin. Merci Daouda. Merci beaucoup. En tout cas, il était très inspiré. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à la team. Et Elisabeth Boulgo, une autre dimension à cette célébration. Oui, juste une dimension historique, de retenir que de 1960 jusqu'avant les années 90, la nuit du destin, le lendemain de la nuit du destin, c'est-à-dire le mardi où nous sommes aujourd'hui, n'était pas institué férié en fait. Ah oui. Voilà, c'était une journée de travail. C'est lorsque l'actuel chef d'État était encore Premier ministre dans les années 90 que sur sa gouvernance, le décret a été pris d'instituer donc le lendemain de la nuit du destin, jour férié. Ouais, pour tout le monde. Oui, il faut aussi rappeler que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Il y a eu une étude en fait des sciences politiques qui a révélé qu'en Côte d'Ivoire, on avait 42% de musulmans, 34% de chrétiens et le reste du pourcentage, donc ce sont les autres religions, les autres croyances en fait, comme voilà, etc. Donc c'est pour dire aussi qu'en Côte d'Ivoire, on respecte toutes les religions, qu'on soit musulman, chrétien ou animiste. Voilà. Il y a une forme de brassage, une forme de tolérance, une forme d'acceptation, d'amour, d'interpénétration comme ça. Mais quand tu regardes même, quand tu commences à chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire, tout est dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. La tolérance, l'hospitalité, l'acceptation de l'autre, la paix surtout. Et c'est surtout pour tout ça en fait que quand tu regardes en Côte d'Ivoire, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton obédience, on accepte tout le monde. C'est pas pour rien qu'on nous appelle le pays de l'hospitalité et de la fraternité. C'est vrai qu'on chante beaucoup l'hymne national, mais on ne prend pas suffisamment le temps d'écouter les paroles qu'on prononce en fait. Et c'est très important. C'est joliment. Donc c'est très profond. Je dis, pendant les fêtes de Noël, on a des familles musulmanes qui viennent saluer. Pendant la fête de Ramadan, on oublie les paniers. On offre des paniers, même quand on est chrétien, aux familles musulmanes, pour dire qu'on vit sur un même territoire. Et le plus important, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour, on le partage. Vous avez dit quelque chose d'important, mais au-delà de tout, il faut reconnaître que la Constitution ivoirienne consacre la laïcité de la Côte d'Ivoire. Et donc, à ce titre-là, et on le voit aussi que dans les faits, dans les gestes, en tout cas, le pays peut revendiquer sa laïcité. C'est une très bonne chose. Très bien. Alors les amis, on va s'intéresser à nos différents sujets à développer au cours de cette émission au cours de laquelle nous serons en compagnie de M. Dimitri Pacré. Il est assistant social, chef du service social de l'hôpital général de Koumassi. Il est par ailleurs secrétaire général national du syndicat national des professionnels du médico-social, fonctionnaire de Côte d'Ivoire. On aura l'occasion avec lui d'évoquer les questions liées à sa corporation. Mais avant, on évoque le point 1 de cette émission. Ce sont des innovations annoncées donc dans les concours de la fonction publique, des innovations annoncées lundi 17 avril dernier, donc c'est hier, par la ministre de la fonction publique Anne Ouloto. C'était l'occasion donc d'un point de presse marquant le lancement des concours administratifs 2023. Daouda Coulibaly, quelles sont ces innovations? Je pense que déjà, avant de rentrer dans les innovations, il faut dire que la ministre Anne Ouloto, depuis qu'elle est venue à la tête du ministère de la fonction publique, elle a lancé de vastes réformes, beaucoup de réformes pour la célérité, l'équité, la transparence au sein de son administration. Je crois que c'est lié à sa personne finalement. Quand elle était à la salubrité, il y avait également des... Voilà. Je pense qu'elle est coutumière du fait. Pour la petite anecdote, à la salubrité, on l'appelait Maman Bidjoulzer. Mais depuis qu'elle est arrivée au ministère de la fonction publique, on l'appelle Maman Bonheur. Parce qu'aujourd'hui, elle a réconcilié les Ivoiriens avec
les concours de la fonction publique. Parce qu'avant, tout le monde se plaignait, ah, c'est pas bon, on se plaint qu'on payait. Mais aujourd'hui, avec elle, chacun se dit, j'ai la chance, c'est la justice sociale qui s'exprime dans tout ça. Même si Élysée n'aime pas que je dise ce mot. C'est pas grave. Allez, on va quand même évoquer la question des innovations de cette année en termes de concours de la fonction publique, c'est que déjà, avant, si vous vous rappelez bien, les gens se plaignaient de ce que quand on passe les concours, on te disait de déposer des dossiers, de faire la visite médicale et autres. L'année passée, elle a eu la visite médicale. Cette année, il n'y a plus de dossiers à déposer. Ça, c'est un. Le seul papier à déposer, ça se fait en ligne. C'est une plateforme, tu déposes ta... Il n'y a pas de dossier physique à déposer. Bon, alors, je vais le dire. Les personnes désireuses de faire acte de candidature aux différents concours administratifs et aux concours d'entrée à l'ENA sont exemptées de dépôt de dossiers physiques. Non, ce n'est pas que ça. C'est pas que ça, justement. Bon, je citerai. Voilà, tu parles de l'ENA, mais il y a aussi le concours de la fonction publique simplement, qui est hors de l'ENA, où tu vas sur la plateforme, pas de dossier physique, carte d'identité, extrait d'acte de naissance, ton diplôme. C'est après, quand tu es admis, déclaré admis, qu'on te demande maintenant de venir déposer les dossiers. Je pense que ça, c'est déjà la première innovation. Et pour l'ENA, il faut rajouter le casier judiciaire. Le casier judiciaire. Voilà. La deuxième innovation pour cette année, c'est que lors de son point de presse le lundi, elle a dit que comme le président a décrété cette année de la jeunesse, ils ont décidé de mettre 2 ans sur la date limite pour rentrer à la fonction publique. Avant, c'était 40 ans selon les concours, 45 ans selon le grade. Donc finalement, si l'âge limite c'était 40 ans, désormais c'est 42 ans pour les grades D jusqu'à A3. Pour le grade A5, c'est de 45 ans, désormais c'est 45 ans. Voilà. Donc je pense que ceux qui n'ont pas eu la chance, l'opportunité de rentrer à la fonction publique. Voilà. Pour ce qui concerne le concours d'entrée à l'ENA, l'âge limite passe de 33 à 35 ans pour le cycle moyen, de 38 à 40 ans pour le cycle moyen supérieur, de 41 à 43 ans pour le cycle supérieur. Et puis il y a un truc, elle a dit lors de son point de presse, c'est qu'il y a 10 concours qui ont été lancés à l'endroit de nos frères concitoyens qui sont hors du pays de la diaspora. Donc, ce sont 10 concours spécifiques. Et puis, il y a des concours professionnels exceptionnels de promotion. Parce qu'il y a des gens qui sont en grade A4, qui veulent peut-être aller en grade A5, A6 et A7. Il y a des concours pour toutes ces personnes-là. Déconcentration des concours assistés par ordinateur également. Ouais. Oui, en tout cas, ce sont de belles innovations parce que quand on sait en fait qu'en Côte d'Ivoire, avec les différentes crises qu'on a connues, on a quand même, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu 10 ans de vie. Ça leur permet en tout cas de pouvoir rattraper le retard encouru. Par exemple, quand je prends tous les programmes du ministère de la Jeunesse aujourd'hui, on est jeune en Côte d'Ivoire, on le dira, jusqu'à 40 ans. Donc là, passer jusqu'à 42 ans, c'est louable. En tout cas, ça permet en tout cas d'avoir la majorité de personnes qui puissent s'inscrire dans ces différents programmes. Bon, on parle des avantages, Donc la question des dossiers physiques, on en parle un tout petit peu. Il fallait réunir des dossiers, vous passez 2 fois le concours, aller déposer les dossiers, après il y a une visite médicale. Ça permet d'alléger quand même le système. Et ça, c'est un ouf de soulagement, mais énorme. Non, mais les gens avaient toujours... Et je pense que c'était une injustice qu'elle est venue réparer dans la mesure où je passe un concours, on doit faire la position militaire, il faut aller à l'état-major pour aller demander la position militaire, il faut aller faire l'extrait de naissance, il y en a qui ne sont pas nés à Abidjan ou bien ceci, il n'y avait pas de déconcentration. Tous ces dossiers-là, il fallait payer de l'argent. Et souvent, il y a des familles qui n'avaient pas les moyens de payer tout ça. Mais au-delà de payer, vous faites bien de payer, mais il y a l'effort physique. Vous imaginez, il y avait des avec le rang, oui, mais vous parlez de rang, mais imaginez les convois qui quittaient l'intérieur du pays pour venir à l'antenne régionale au niveau de Fraternité Matin. Mais tu vois des jeunes dormir là, mais aujourd'hui, elle a déconcentré tout ça. Je pense que, franchement, et puis, vous étiez obligé souvent de demander des permissions à vos supérieurs hiérarchiques pour venir déposer des souvent, dossiers. Même si tu ne veux pas dire à quelqu'un. Non, mais après aussi, ça nécessite que chaque citoyen puisse avoir un ordinateur, une connexion Internet pour pouvoir entrer en fait son dossier dans le système. On s'en voit venir, Isabelle. Oui, voilà. Donc, il faudrait en tout cas qu'à l'intérieur du pays, toutes les administrations qui puissent en fait pouvoir accueillir ces jeunes-là pour qu'au niveau de l'accueil, parce que généralement, je sais que dans les directions de la fonction publique, au niveau de l'accueil, il y a toujours un dispositif qui est mis en place pour aider en fait les populations à s'inscrire, s'enregistrer, etc. Donc, il faudrait qu'à l'intérieur du pays, on puisse y penser. Non, c'est le même dispositif. Je sais qu'à Abidjan, le dispositif est en cours, mais à l'intérieur du pays, il faut que ça je pense que de la manière ils ont déconcentré, c'est les mêmes villes, Yamoussoukro, Bouaké, Abidjan, Daloa, San Pedro, bon, je ne peux pas tout les citer, mais ce dispositif-là existe pour ces personnes-là. Et je pense que, sincèrement, avec
la prolifération d'Internet aujourd'hui, je pense que tout le monde sait utiliser Oui, Internet. mais Internet est devenu cher. Hein. Bon, Ça, on ne il va faut pas revenir rappeler. sur ce débat de la RTCI. On va parler de juste les innovations de la fonction publique. Élisée? D'accord. Déjà, ça c'est humain de toujours dire qu'on veut beaucoup mieux. Mais une chose est quand même de reconnaître que pour ce qui concerne les concours de la fonction publique, beaucoup d'efforts sont faits. Et ces différentes innovations qui ont été citées par mes prédécesseurs montrent effectivement cette volonté-là de rapprocher davantage les citoyens de ces concours-là et de son administration. Et ça, c'est quelque chose à louer. Au thème même de ces innovations, c'est vrai qu'il y a certains aspects qui n'ont pas été donnés. Mais aujourd'hui, si on veut se baser sur le triptyque transparence, équité et célérité dont se targue la ministre, elle a dit que l'une des choses aujourd'hui qui causait vraiment problème, c'était le temps mis entre les examens et les résultats. Au point où souvent même des résultats sortaient sans que les concernés ne soient même informés et tout ça. Donc aujourd'hui, elle a fixé un maximum de 21 jours, c'est-à-dire que de la fin de la composition à la proclamation des résultats, un maximum de 21 jours. Et aussi, moi, ce qui m'a un peu plu au niveau de l'ENA, par exemple, on a décidé que désormais les concours, les épreuves écrites là, ne se fassent pas juste à Abidjan, mais on a déconcentré à Daloa et à Yamoussoukro. C'est vraiment une bouffée d'oxygène quand on voit combien de jeunes Ivoiriens qui veulent aussi intégrer l'administration, notamment en passant par l'ENA, souffraient vraiment pour rejoindre, pour quitter déjà là où ils sont pour arriver à Abidjan, composés dans des conditions souvent très précaires, parce que n'ayant pas forcément des personnes qui puissent les héberger, c'était vraiment difficile. Donc aujourd'hui, le déconcentrer pour quelqu'un, par exemple, qui quitte Amman, dans ma zone, et qui doit arriver, il préfère rester à Daloa. Je pense que c'est déjà plus proche pour lui. On peut déjà trouver encore des parents là, c'est beaucoup plus facile. Et ça, c'est vraiment une belle innovation, et je pense que c'est à saluer. C'est vrai qu'on demande toujours plus. Je crois que dans un processus, on est vraiment dans un processus d'amélioration, et pour ce qui est fait déjà, on peut déjà saluer cela. Bon, ben d'accord, donc on a fait le tour sur la question. On peut dire donc bon point pour Madame la ministre Anne Ouloto et toute son équipe qui, dans un souci d'alléger la vie des Ivoiriens, surtout de cette tracasserie. Mais je ne sais pas si je peux te faire une précision, parce qu'il y a d'aucuns qui pourront dire oui, il y a des gens qui n'ont pas été, on en parlait de ça, il y a 4000 personnes qui n'ont pas encore été affectées. Elle a dit que tant que ces personnes ne sont pas affectées, les concours, certains concours qui concernent ces personnes-là ne seront pas lancés cette année. Très bien. Voilà. Donc je pense que ça ne sert à rien de prendre d'autres personnes pour les ajouter à ce nombre-là. Donc, mais pour rappel aussi, pour les 4000, je crois que dans les échanges avec comment on appelle ça, les DRH, elle a donné date butoir fin juin pour que tous ces 4000-là soient affectés. Donc ça, c'est un mot d'ordre aussi qu'elle a laissé au niveau des DRH et on regarde pour voir. Voilà. Il y a des moments où on critique, mais il y a des moments où on félicite. Donc on dira pour cette initiative, félicitations Madame la Ministre. Et puis bonne chance aux futurs candidats aux différents concours. Tu comptes te présenter, Brice? Tu as dit? Et si on ne veut pas dire? Bon, allez les amis, on va parler de ce coup de filet de la gendarmerie nationale qui a mis hors d'état de nuire 4 individus dans un fumoir au quartier de Pneu de Ndoussi. Le quartier s'appelle de Pneu de Ndoussi, localité donc département de Tia-Salé. 4 personnes. Après, on va revenir sur le profil des personnes interpellées. Au cours de l'opération, donc plusieurs saisies ont été effectuées, dont 12 munitions de fusil d'assaut AK-47, 20 boulettes de cannabis, 15 boulettes de cannabis emballées dans du plastique, pesant au total 39 grammes, 4 comprimés nommés Kadhafi 1, je ne sais pas de quoi c'est, Kadhafi, un paquet de papier peint et une machette. Bon, alors, particularité quand même concernant le profil des personnes interpellées. GG Brice, 16 ans, un autre Capé qui a 17 ans pour le troisième Wilfried et 39 ans pour l'autre individu. Donc, on se rend compte que ces personnes sont relativement jeunes. Très jeunes même, mineurs, on devrait dire, à part le dernier cité qui a 39 ans. Moi, j'avoue que c'est inquiétant de voir des enfants dans un fumoir quand on sait qu'aujourd'hui, devant nos établissements, il y a des gens qui viennent même vendre des drogues, il y a des fumoirs un peu partout. Mais venir trouver des enfants dans un fumoir, on les prend. Et en plus de ça, là où on les prend, on trouve des armes d'assaut. Des armes de guerre. Oui. C'est les munitions qu'on a trouvées déjà. Mais s'il y a les munitions, les armes sont quelque part. C'est ça. Okay. Non, à quoi ça sert d'avoir des munitions sans armes? Voir des machettes et autres, tout ça. J'avoue, moi, sincèrement, j'avoue que c'est désolant de voir aujourd'hui des jeunes s'adonner à ce genre de pratiques-là. Franchement,
bravo aux forces de l'ordre, parce que franchement, il faut qu'on puisse nous éradiquer de ces consommateurs de drogue, de ces fumoirs aux abords de nos établissements, dans nos villes. Des quartiers, mais c'est trop grave. Et souvent, quelqu'un en parlait il y a quelques jours sur le plateau, lorsqu'on évoquait la question des dénonciations. Eh bien, il faut le dire, il y a des moments, des personnes ont entre guillemets, dénoncé la présence de fumoirs dans leur quartier. Et puis, malheureusement, ces fumoirs n'ont pas été démantelés. Moi, j'ai envie de dire la tentation, elle est un peu partout. Après, il faut beaucoup sensibiliser notre jeunesse à l'effet de savoir que quand elle s'adonne à ce type de pratique-là, à la consommation de drogue et d'alcool, etc., ce qu'elle encourt en réalité. Et moi, je pense qu'il faut plus leur donner d'autres alternatives positives pour qu'elles puissent se détourner de tout ça. Parce que j'imagine que ces jeunes-là qui s'adonnent à ce type d'activité, c'est parce que, bien entendu, ils n'ont pas d'autres activités que de s'adonner à cela. Donc voilà, donc plus de sensibilisation, mais aussi leur créer des alternatives positives. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Vas-y, je te laisse pas. Je voulais réagir à ça. Je pense que non, ça serait un peu... Pour moi, c'est une excuse assez facile de dire que ces personnes n'ont peut-être pas d'autres alternatives que ça donner à ça. Non, elles ont forcément une alternative. Mais une chose est certaine et avec laquelle je peux être d'accord, aujourd'hui, il faut peut-être qu'on soit beaucoup plus regardant et que les responsabilités soient de plus en plus prises par les uns et les autres. Parce que des mineurs, on a de plus en plus de mineurs qui s'adonnent à la drogue. Je ne dirais pas que c'est une situation à mettre juste à l'actif de ces jeunes, mais je crois que les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, les pouvoirs publics essaient de sensibiliser, de démanteler des fumoirs. Je crois que nous aussi, en tant que parents d'enfants, il est quand même bien qu'on puisse parler avec nos enfants. Il est quand même bien qu'on puisse expliquer à nos enfants les méfaits de ces choses. Aujourd'hui, malheureusement, nous, je ne vais pas vraiment être le rabat-joie, mais je me rappelle quand nous, on était encore au lycée ou quand on était encore au collège, mais nos parents ne se gênaient aucunement de fouiller nos sacs, ne se gênaient aucunement de fouiller nos affaires, même de faire souvent des irruptions à l'école pour voir si on était vraiment en classe. C'est des choses qui existaient, mais aujourd'hui, combien le font? Donc, il y a certains droits des enfants aujourd'hui. Voilà, sous le prétexte, effectivement, sous le prétexte de certains droits à respecter, des conventions internationales à suivre. Non, c'est pas facile. Sous le prétexte de certains droits. C'est ça, sous le prétexte de certains droits à respecter, sous le prétexte de certaines conventions internationales à suivre, on s'est laissé tous embobiner dans un certain nombre de choses qui aujourd'hui, nous pètent au visage. Il faut avoir le courage, à un moment donné, de reconnaître qu'on a failli et puis qu'ensemble, on s'asseye, on prenne les bonnes décisions en nous ayant posé les bonnes questions. Ça s'impose. La question de la drogue, la question des fumoirs ne pourra pas juste se résoudre avec les pouvoirs publics. C'est une action concertée, pouvoir public, parents, citoyens, élèves, éducateurs. C'est vraiment une question, oui, quand on sait que dans certains établissements dits réputés, des établissements où se trouvent des enfants de qualité, enfin, vous m'avez... Il n'y a pas d'établissement de qualité. Des établissements de renom, en fait. Voilà. Des établissements de renom avec des... Mais les élèves qui y sont, eh bien, on nous rappelle régulièrement des cas de vente, de trafic de drogue dans ces établissements-là. Souvent, c'est alarmant. Alors, je vous permets, Isabelle, vous disiez... Oui, alors moi mon point, c'était que ces enfants qui s'adonnent à ce type d'activité, la consommation d'alcool et de drogue, c'est parce que pour moi, en fait, ils n'ont pas d'autres alternatives et il manque en fait d'éléments d'information sur ce qu'ils encourent en consommant ces différentes drogues-là. Après, un parent qui est au travail du matin jusqu'au soir, la dame qui vend son poisson du matin jusqu'au soir, elle n'a pas forcément le temps de pouvoir fouiller dans le sac de son enfant. Donc, à un moment donné, il ne faudrait pas non plus qu'on répercute toute la faute sur les parents. Ça n'a jamais été dit ici. Si. On n'a jamais dit que la faute, c'est les parents uniquement. J'ai parlé de responsabilité partagée. Quand tu dis que les parents doivent jouer leur rôle... Parce qu'on parle de responsabilité partagée. Donc, ce que les parents doivent faire, eux, pour leur responsabilité partagée, ils doivent surveiller les enfants, sensibiliser les enfants, éduquer les enfants. L'État aussi doit jouer son rôle. L'État doit jouer son rôle aussi de sensibiliser, mais aussi de proposer des alternatives positives à ces jeunes-là. Parce que comme on le dit, ces fumoirs sont aux abords des établissements, etc. Il faut déjà les casser. Ensuite, il faut occuper en fait ces enfants sainement. Je ne sais pas, j'ai envie de dire, s'il y a des centres de services civiques, par exemple, qui peuvent être considérés comme des centres de vacances, etc., on peut éventuellement envoyer ces enfants-là, plutôt qu'ils errent en fait pendant des temps de latence, puissent aller en fait dans ces centres de services civiques pour pouvoir être davantage renforcés en termes d'éducation. Moi, je comprends ce que tu dis, Isabelle, mais ce que Élisée dit, il faut aussi l'entendre dans la mesure où aujourd'hui, tu te rends compte que c'est une question de responsabilité partagée. Nous tous, on est parents.
quel que soit le temps qu'on prend, madame travaille, monsieur travaille, mais à un moment, quand tu arrives à la maison, ne serait-ce qu'entrer dans la chambre de ton fils, de ta fille, pour voir ce qu'elle fait. Moi, je le dis en toute sincérité, mes enfants, je fouille le téléphone. Il n'y a pas de code sur leur téléphone parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre de code sur leur téléphone. Il faut que je puisse voir ce que mon enfant fait. Mais si toi, en tant que parent, tu n'estimes pas que tu dois surveiller ton enfant parce qu'il est de ta responsabilité de suivre l'enfant pas à pas. Je vais te donner une petite anecdote. Dernièrement, il y a Norbert Zédé qui a sorti un livre où j'étais à la dédicace, qui a élevé 2 enfants. Mais je t'imagine pour une femme célibataire, éduquer 2 enfants, 2 garçons. Mais ça veut dire que pour pouvoir élever ses enfants, pour qu'ils puissent travailler, c'est qu'elle les a suivis. Elle a eu un ton martial, une façon de faire qui était claire, précise et nette. Mais tu ne peux pas fuir tes responsabilités et dire l'État. L'État, c'est tout le monde. C'est pas le propos d'Isabelle. C'est une responsabilité partagée. Mais dans le point que Élisée avait dit, j'avais plus entendu en fait que c'était de la responsabilité des parents. Non, il a dit de façon unilatérale. Ça va. C'est bien compris. On est tous d'accord qu'on a tous un rôle à jouer dans l'éducation de nos enfants. Moi, vous parlez de vous fouillez dans le téléphone. Moi, je fais des percussions dans les chambres de mes enfants. Donc, je rentre comme un flic, je casse les portes. Oui, tu casses la porte. Tout le monde les met sur le mur, on soulève les lits. Et tout on regarde, on fouille mais tout ça. j'ai envie de dire aussi, il faut une auto-prise de conscience des enfants eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire, il faut qu'ils sachent qu'ils ont un avenir et qu'ils ne doivent pas, en fait, faire certaines choses parce qu'elles sont nocives pour leur avenir. Mais vous parlez l'enfant, ça s'oriente. Oui, la tentation, quand il n'y a pas... Oui, ça s'oriente. Ça s'oriente, donc il est de la responsabilité du père, de la mère, d'orienter l'enfant. Bon, allez les amis, l'une des alternatives, c'est quand les enfants pensent à autre chose. Eh bien, nous, on va évoquer la question de la CAN. Alors, on fait un peu le point, les amis. Les stades ont eu officiellement les noms. Donc, le stade de Yamoussoukro a été, Élysée, officiellement baptisé stade Charles Konan-Banny. Le stade de... San Pedro. Non, mais on en rigole parce que la dernière fois, on en parlait sur ce plateau et oui, vas-y. Donc le stade de San Pedro, on fait le tour d'abord. Le stade de San Pedro a été baptisé Laurent Pokou. Le stade Ebimpe, le stade Alassane Ouattara. Et le stade Houphouët-Boigny, évidemment du plateau. Et le stade Amadou Gon. Amadou Gon à Korogo. Bon, allez. Et le stade de la paix de Boaké. Le stade de la paix de Boaké. Et je crois que vous aviez évoqué le stade de la paix de Boaké. C'est ça où on dit pourquoi ne pas l'appeler stade Didier Drogba. Le stade de la paix. Eh bien, il y a une histoire peut-être à... Parce que ce stade a abrité... Pendant la crise de la rébellion, c'est là où, quand il devait avoir un moment de réconciliation, l'ex-président Laurent Gbagbo s'est déplacé à Boaké pour aller rencontrer Soro Guillaume. Le stade était plein et j'y étais, où ils ont brûlé, de façon symbolique, les armes, mais finalement, à partir d'avril 2011, les armes ont commencé à recruter. Si on retrouve justement des munitions, des AK-47 qui sont des armes de guerre dans des fumoirs, on se dit certainement qu'il y a des armes qui se baladent quelque part. Oui, mais si tu te rappelles très bien, c'est vrai qu'ils ont fait l'ADDL, qu'on appelle ça le désarmement et autres, le DDR. Mais finalement, comme ils l'ont dit, le DDR a été fait à 80%. Donc il y a encore 20% qui sont dans la nature. Très très bien. Ouais. Bon, alors les stades. Un point concernant l'état des stades, les noms ont été donnés. Est-ce que vous avez l'impression, objectivement, qu'on va être dans le temps pour pouvoir abriter cette CAN avec des stades prêts, des stades homologués, des stades complets? Vous avez l'impression? Bon, pour ma part, je vais citer un confrère, Fernand Dédé, qui, au début, était très sceptique sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il est parti à Boaké, que lui-même il a vu le stade, lorsque les gens, les représentants de la CAF avaient dit que nous avons des stades en griffe qui pouvaient rivaliser avec des stades du mondial, les gens se moquaient. Mais lui, en tant que journaliste sportif, quand il est parti, il a constaté, mais ces stades ont été véritablement livrés clairement et simplement. Pour dire que jusqu'en 2024, il y a 3 stades déjà qui ont été livrés. Donc les 3 autres vont sortir. S'ils ont dit on va le faire, il faut faire confiance au gouvernement qui dit que ça va sortir. Ah mais non, mais bon, enfin, je pensais que vous avez donné un argument. S'ils ont dit on va le faire. Le taux de réalisation même est de 80%. Oui, donc je veux dire, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura les 100%. Je préfère encore cet argument pour me rassurer, plutôt que de dire s'ils ont dit. Mais ils ont dit qu'ils vont le faire. Mais quand je dis cela, excuse-moi. Non, mais si c'est fin janvier. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que pour le stade de Boaké, pour le stade de San Pedro et de Yamoussoukro, les dates qu'ils avaient données, ils ont resté ces dates. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit que s'ils ont dit qu'ils vont le faire, ils vont le faire. Ils ont resté les premières dates. Donc, comme je le disais tantôt, hier, demain n'a jamais tort. C'est le roi qui a toujours tort. Ils ont dit qu'ils vont le faire. On a confiance en eux et je suis sûr que jusqu'en janvier 2024, nous aurons la plus belle CAN de l'Afrique. Et j'y crois.
Ce qui est juste de dire, en fait, aujourd'hui, sur les 6 stades qui doivent abriter la CAN 2023, qui aura lieu en janvier 2024, sur les 6 stades attendus, il y a 2 qui ont été homologués actuellement par la CAF. 2 sur 6. 2. Le stade de Yamoussoukro qui a été homologué par la CAF et le stade de la Paix de Bouaké. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que les 4 autres stades, notamment celui de Bimpe, qui est quasiment fini, la dernière mission de la CAF m'a même dit que certainement sa prochaine mission, elle pourra homologuer ce stade. Il y a le stade de Korogo qui est très avancé, comme le disait bien Isabelle. On est aujourd'hui, pour ce qui est de la moyenne des travaux, autour de entre 80 et 90%. La date butoir sur laquelle se sont convenus les autorités ivoiriennes et la CAF, c'est que les infrastructures sportives, notamment les stades, mais également les terrains d'entraînement et les villas des hôtes soient livrés à fin juin 2023. Donc, on compte tous fin juin, c'est pratiquement dans 2 mois. Dans 2 mois. Voilà, dans 2 mois et demi. Les autorités ivoiriennes restent fermes sur le fait qu'elles vont tenir le délai. La CAF aussi pense, en tout cas au regard de sa dernière mission, si on veut bien s'en tenir à ce qu'elle a dit, que c'est possible. Donc, on attend de voir. Mais je crois, pour ma part, quelques éléments dont on a comme information. Et puis, pour être même allé à Bimpe, la dernière fois j'y suis passé, je crois qu'on peut quand même espérer qu'on tienne ce délai de fin juin. D'accord. Ton dernier passage, je dirais que c'était un peu loin quand même. Donc, Pardon? tu disais la dernière fois que tu es passé, c'est bizarre. Je pense qu'Élysée est passé très plus récemment que toi. Que moi, juste ouais. la semaine Voilà. dernière, même. Ça va, Moi, ce qui me fait chaud au cœur, c'est vraiment de voir qu'à l'intérieur du pays, on puisse avoir des joyaux architecturaux qui sont... c'est juste magnifique, quoi. Architecturaux, pardon, autant pour moi. Non, c'est l'émotion. C'est Non, non, l'émotion, c'est l'émotion de un tout lapsus, ça. c'est un lapsus. Oui, mais bon, enfin, en tout cas, nous, notre souhait, et c'est le souhait de tous les fans de football, les aficionados, c'est que nos stades soient prêts, qu'on puisse recevoir ces équipes-là et que nos éléphants puissent remporter cette CAN. Mais il y a un fait, c'est vrai que je sens que nos frères camerounais sont un peu engagés, mais on va prier pour eux pour qu'ils puissent jouer la CAN, la plus belle CAN de l'Afrique, parce qu'on doit les loger. Non. Ça, c'est important et on y tient, on y tient. Franchement, ça sera comme un petit goût d'inachevé si le Cameroun n'est pas présent à cette CAN, parce que nous avons l'intention de les loger. Merci Daouda, tout se passe bien. On va marquer une courte pause et nous retrouver juste derrière la pause. Elle est pour le JT que va nous servir la rédaction, la direction de l'information. Nous on vous retrouve juste derrière pour la suite en compagnie de notre invité. Ce soir, je vous le disais, en compagnie de M. Dimitri Pacré. Il est assistant social, chef du service social à l'hôpital général de Koumassi et secrétaire général national du syndicat des professionnels du médico-social fonctionnaires de Côte d'Ivoire. A tout de suite. Nous sommes mardi et vous êtes à la maison, nous au travail. On espère que vous prenez beaucoup de temps pour le repos. Et puis, ça nous permet, nous, de penser aux personnes qui travaillent les jours fériés. Les pompiers, les médecins, les policiers, les gendarmes, toutes nos forces de défense et de sécurité. Et nous aussi. Bah oui. Les journalistes, oui, qui commentent l'actualité en direct. C'est cela, c'est cela. Avec nous sur le plateau, M. Dimitri Pacré. Bonsoir, comment allez-vous ? Je rappelle, vous êtes secrétaire général national du syndicat des professionnels du médico-social fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Avec vous, il est question du statut des travailleurs sociaux hospitaliers de Côte d'Ivoire. Alors, on va commencer par présenter qui sont les travailleurs sociaux hospitaliers de Côte d'Ivoire. D'accord. Je tiens d'emblée à vous remercier de l'occasion que vous me donnez d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, les travailleurs sociaux en milieu hospitalier sont, j'allais dire, des travailleurs sociaux qui sont, comment faut dire ça, qui font un travail spécialisé. Parce que les travailleurs sociaux, on en trouve un peu partout. Très bien. Voilà. Mais ceux du milieu, j'allais dire, sanitaire, exercent une forme spécialisée du travail social. Soyez plus précis. Je m'explique. Ceux en milieu hospitalier, n'est-ce pas? Ceux en milieu hospitalier, c'est-à-dire leur intervention s'adresse à 2 cibles, qui sont les malades et le corps médical. Non, pas le corps médical. Les malades et les accompagnants. Très bien. Okay, voilà. Ça, c'est ce qui est officiel. Okay. Mais à la faveur de, comment dirais-je, la nouvelle réforme hospitalière, sinon de la réforme hospitalière,
il y a une autre cible qui vient donc s'ajouter aux deux autres cibles. Très bien, continuons l'explication, la Oui. présentation des travailleurs sociaux en milieu hospitalier de façon très concrète. Quand on arrive à l'hôpital, comment on reconnaît un travailleur social? Qui sait, il fait quoi? C'est le monsieur qui nous accueille à l'entrée? C'est qui un travailleur social à l'hôpital? Bon, ce n'est pas, j'allais dire, le monsieur qui nous accueille à l'entrée. Sinon, le travailleur social, c'est un technicien polyvalent de l'aide. Ouais. Voilà. Alors, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui, de par sa profession, vient en aide aux personnes qui rencontrent des difficultés sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, sur le plan économique, sur le plan social. Vous comprenez? Bon, donc, moi, je vais être plus précis, de façon pratique. Oui, allons-y. On arrive à l'hôpital, l'aide-soignant qui me pousse dans le fauteuil, est-ce que c'est un travail social? Est-ce que l'infirmière, l'assistante sociale qui est autour pour prendre les constantes, c'est ce qu'on veut savoir? Parce que moi, je ne sais pas. C'est quoi un travailleur social dans un hôpital? Donc, voilà le travail spécialisé qui est là. Au moins, pour nous et pour les spectateurs, on tous en sait. D'accord. Voilà. Lui, sa mission, c'est de prévenir les difficultés médico-sociales rencontrées par les usagers, notamment les malades et l'entourage des malades. Je me fais bien comprendre. Je vous promets sa que non. difficulté, autant pour moi, sa particularité ou bien sa mission, c'est de prévenir les difficultés médico-sociales rencontrées par le malade, le patient, ou, j'allais dire, les accompagnants. Monsieur Paquet, donnez-nous un cas concret. Oui, un cas concret. Imaginons, dites-moi. Bon, un cas concret. Allez-y. Le malade est conduit à l'hôpital avec ses parents. Très bien. Il se trouve que le médecin qui doit le recevoir, certainement, est occupé. Il a du mal, j'allais dire, à peut-être tenir compte de l'urgence. Dans ce cas, les parents, vous comprenez un peu la colère et autres, tout ça, le stress, voilà. Okay. Du coup, ça devient une brouille, une tension entre le personnel médical qui est là et les parents accompagnateurs. Dans ce cas, il appartient aux parents, n'est-ce pas, de saisir le service social qui est présent. Ok. Voilà. L'assistance sociale, maintenant, son rôle sera donc, normalement, c'est-à-dire de jouer l'interface entre le médecin et les parents accompagnateurs. Alors, il peut arriver, par exemple, que les personnes arrivent avec un malade, il n'y a pas d'argent pour pouvoir... Enfin, ce qu'on demande là, c'est très onéreux. Voilà. Les parents n'ont pas les moyens de faire face. On peut faire appel au service social. C'est bien cela. D'où la question, j'allais dire, la difficulté économique. Donc, l'assistance sociale, ça c'est le rôle même, j'allais dire, de l'assistance sociale, qui va recevoir le malade, ou bien les parents du malade. Et là, c'est une sorte aussi de consultation. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Autant le médecin fait des auscultations et pose un diagnostic qui est dit médical, autant l'assistance sociale ou bien le travailleur social reçoit, en termes d'auscultation aussi, soit le malade, pour également poser un diagnostic qui est d'ordre social. On a demandé qu'on paye un médicament, on n'a pas le médicament, on n'a pas l'argent. Est-ce que vous pouvez nous aider? Vous vous dites, OK, on vous écoute. Ouais, on vous écoute. On finit et puis finalement, on doit pouvoir prendre en charge. Jusqu'à un certain niveau, vous créez des conditions pour pouvoir aider la situation à être résolue. Bon, je vous donne juste un exemple. Ce matin, par exemple, j'ai reçu une jeune fille enceinte de 5 mois qui vient, qui me dit, qui frappe à ma porte. Ah, je suis venu, je voudrais justement que vous m'aidiez à faire mon examen, sinon mes examens de sang. Il dit, bon, assieds-toi. Elle s'est assise. Il a fallu justement, j'allais dire, échanger avec elle. C'est ce que nous appelons l'écoute active. Donc, à travers cette écoute, j'ai fini par me rendre compte que son problème à elle, c'est ce qu'est le diagnostic social. Ce n'est pas de faire, j'allais dire, l'examen de sang sur le champ, mais qui est, la question que je lui ai posée plusieurs questions, de savoir mais qui est l'auteur de la grossesse. Non, celui qui m'a enceinté, il refuse de reconnaître la grossesse et tout ça. Je lui ai demandé de savoir, tu as son contact? Elle m'a dit, oui, j'ai son contact. J'ai dit, bon, d'accord, tu me donnes son contact, j'entre en contact avec celui. Parce que le plus important, c'est vrai, s'il faut, j'allais dire, aider cette fille à faire son examen de sang, on n'aura pas résolu son problème. Un rôle de facilitateur, de médiateur. C'est un peu cela. C'est bien compris. Alors,
Qu'est-ce qui change de l'ancien statut au nouveau pour pouvoir évoluer sur la question du tout nouveau statut des travailleurs sociaux hospitaliers de Côte d'Ivoire? Oui. Bon, l'ancien statut, il est que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, c'est-à-dire classe les travailleurs sociaux dans la catégorie des professions administratives, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Les travailleurs sociaux en milieu hospitalier sont, j'allais dire, des praticiens, des techniciens, de l'aide surtout, parce que ce sont des personnels formés dans un institut de formation sociale. Vous comprenez? Voilà. Et donc, pour cela, dans la pratique, c'est un peu une méthodologie, c'est un peu d'une technique. Vous comprenez? Donc, en la matière, ce que nous faisons, notre spécialité, c'est surtout la prise en charge psychosociale, psychoéducative, psychoaffective des malades et des accompagnants. Autant le personnel médical et soignant, c'est-à-dire prend en charge le volet prise en charge le volet prise en charge pharmacologique, parce que c'est bien cela, quand un individu souffre physiquement, il réagit psychologiquement. Donc il existe 2 cas d'intervention sur le sujet, sur le malade. Il y a la prise en charge qui est médicamenteuse et il y a la prise en charge qui est psychosociale, psychoaffective ou psychoéducative. Alors, qu'est-ce que ce nouveau statut vous accorde? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que vous accorde en plus? OK, qu'est-ce qu'il change? Concrètement, il faut dire qu'au ministère de la Santé, il existe, au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, il existe une forme d'injustice. Une forme d'injustice. Je pèse bien mes mots. Parce que, en toute chose, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'injustice, c'est qu'il existe des avantages financiers derrière toute cette histoire. Alors, quand tu es personnel médical ou personnel soignant, c'est-à-dire tu bénéficies d'une indemnité de risque sanitaire et d'une indemnité paramédicale. Ça, c'est justement parce que tu es au contact des malades. On dit, bon, OK, vous là, vous êtes considérés comme des personnels administratifs parce que vous n'êtes pas au contact des malades. Nous disons non, ce n'est pas possible. Les travailleurs sociaux en la matière, c'est sur les malades que nous travaillons. Donc, mais pas autant que les médecins. Non, je dirais, comment pas autant? Mais parce que vous, les médecins, ils sont en intervention directe, ils apportent, ils traitent... Mais je dis pas... Bon, nous ne nous comparons pas aux médecins. Très bien. Mais il existe aussi d'autres personnels, qu'on dit personnels techniques, au sein de ce même ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et je peux même les citer. Allez-y. OK. On prend le cas du technicien de l'hygiène et de l'assainissement. Il n'a aucun contact avec les malades, mais il perçoit toutes ces primes, toutes ces indemnités. On prend la technicienne biomédicale. Mais cette personne est en contact avec les seringues qui ont été utilisées pour la personne ou pas? Non, je ne pense pas. Vous dénoncez le fait que vous n'ayez pas d'indemnité. Globalement, c'est bien ça. C'est ce que nous, vous revendiquez le fait aussi. que nous soyons au contact des malades, j'en veux pour preuve. OK, mon mémoire de fin de cycle, je l'ai fait dans un centre antituberculeux. Vous comprenez? De là, quand j'ai fini ma soutenance, je me suis retrouvé, mon premier poste d'affectation, c'était le centre antituberculeux de Boaké. Mais durant ce parcours, je me suis retrouvé avec ce qu'on appelle une forme de tuberculose qu'on appelle la tuberculose extrapulmonaire, qui est le mal de Pott, c'est-à-dire le BK. Le BK, le bacille, voilà, qui est venu se loger dans la colonne vertébrale, là, dans la hanche. Et j'ai été mis sous traitement antituberculeux pendant 11 mois. Et au bout du 9e mois, mon foie ne répondant plus, j'ai été dans un hôpital où on a eu à faire les examens. Il s'est trouvé que les transaminases là, étaient trop élevées parce que je n'arrivais pas à manger. Autant je mets la nourriture dans la bouche, je ne fais que rentrer sur le champ. Donc, globalement, vous êtes dans ce que vous dites, c'est que vous êtes dans le même environnement. Voilà, dans le même environnement. Et donc, vous êtes ce n'est pas soumis à la même menace, en fait. Voilà, la même menace, parce que c'est le même environnement, mais ce sont les malades que nous recevons. Voilà, puisque dans un centre antituberculeux, entre parenthèses, ce que je fais, c'est vrai, tu reçois le malade, surtout tuberculeux, qui fait la forme pulmonaire. C'est ça. Voilà. Et donc là, tu fais l'ouverture de son dossier, tu lui fais l'éducation sanitaire, autant pour moi.
Vous comprenez? C'est-à-dire lui dire que bon, tu souffres de telle maladie, voilà, il faut prendre un certain nombre de médicaments. Et c'est l'assistance sociale qui le fait. Donc, aujourd'hui, ce nouveau statut, on va progresser. Oui, allons-y. Dans le nouveau statut, aujourd'hui, vous donne cette, ou du moins, vous permet d'être D'avoir cette considéré, prime-là au même titre que les autres, c'est ça? Effectivement, à l'occasion de notre rentrée syndicale du samedi dernier, je voudrais même au passage remercier Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle d'avoir accepté de présider cette rentrée syndicale. Remercier également sa représentante, la conseillère technique, Docteur Samira, la conseillère technique en charge des syndicats et associations au sein de ce ministère, Docteur Samira Kouadio, qui était bien présente et qui a reconnu, à travers la démonstration qui a été faite, qui a reconnu que nous ne sommes pas des administratifs. Ah ben oui. Oui, mais bien plus, c'est-à-dire des personnels techniques. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, le combat, c'est que ce corps de métier soit reconnu comme une profession paramédicale. C'est-à-dire profession d'appui, n'est-ce pas, au personnel médical. C'est simple. Donc la bonne nouvelle, vous avez obtenu donc, vos primes? Non, jusque-là, ce n'est pas encore reconnu, ce n'est pas encore fait du tout. Donc c'est le prochain combat. Voilà, c'est le prochain combat à mener, c'est tout. Donc là, pour l'instant, c'est une réévaluation en termes de statut que vous avez Oui, obtenu. surtout cela. Vous dire que vous n'êtes plus considéré comme un personnel administratif, Bien cela. mais maintenant vous êtes reconnu comme un personnel technique. Bien cela. C'est une bonne nouvelle déjà. Ah, oui. Donc, on attend maintenant les implications de ce que ce nouveau statut apporte, en fait. Parce que j'en veux pour preuve, hein, tout compte fait, moi, jusque-là, j'attends qu'on m'apporte la preuve de ce que nous sommes véritablement un personnel administratif. Et les éléments de preuve sont probants. Quand on prend la loi numéro 2015-432 du 10 juin 2015 portant grade, les classifications des grades et des emplois dans l'administration publique, figurez-vous, il existe la famille des emplois à caractère administratif et juridique. Il existe la famille des emplois des affaires sociales. Mais comment se fait-il qu'au ministère de la Santé, les travailleurs sociaux qui font partie de la famille des emplois des affaires sociales se retrouvent comme des personnels administratifs? Il y a problème. C'est ce combat-là que vous... J'ai encore un autre élément de preuve ici. Ça, c'est celui, il est tiré de l'encyclopédie de sécurité et de santé au travail, du Bureau international du travail, du BIT, qui a une représentation en Côte d'Ivoire ici. Et le chapitre marqué, chapitre 97, les établissements et services de santé. Alors là, c'est une forme de, si vous voulez, d'organigramme. Et c'est marqué fonction, soins directs aux patients. Et c'est marqué catégorie professionnelle, ceux qui font le diagnostic, ceux qui font l'évaluation, le traitement, ceux qui font la consultation psychosociale. Au nombre de ces professions, médecins, dentistes, cécités, pharmaciens et autres, tout ça, figurent les travailleurs sociaux. Voilà. Pourtant, toujours dans ce même tableau, dans les professions du service administratif, à aucun moment ne figurent les travailleurs sociaux. Voilà encore des éléments. Donc finalement, avec tous ces éléments-là, vous avez donc pu obtenir cette fameuse réévaluation que vous attendiez. Bon, c'est pas en termes de statut. Oui, c'est pas que c'est encore, j'allais dire, un acquis. OK. Voilà. Tout compte fait, nous tenons à implémenter cela, n'est-ce pas, voilà, dans la conscience de nos autorités sanitaires. Ça va demander justement la sensibilisation. De communiquer davantage. On parle un peu statistique, M. Pakré. Oui. Combien de membres au niveau du syndicat? Bon, nous sommes 252 membres. Sur un effectif, d'après les chiffres de la direction des ressources humaines, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 380. Là encore, il se pose un problème. Un problème parce que 380 agents, pour une provision, disons une projection de 4000 établissements de santé d'ici à 2025, quand on fait le ratio, ça fait 9,5 agents pour 100 établissements sanitaires. Alors que l'une des missions de cette réforme hospitalière, c'est surtout de rendre performant notre système de santé. De rapprocher même le système de santé du citoyen, surtout. Surtout, c'est ça. Et d'humaniser surtout nos services de santé. C'est ça. Parce que figurez-vous, plusieurs fois, il y a eu
des rapports faits sur les états de santé. Bien On sûr. dénonce Bien la sûr. qualité de Du l'accueil, service, ouais. les gens se plaignent, et machin, tout ça, alors que les travailleurs sociaux sont outillés, formés pour jouer ce rôle de médiation. Reste encore insuffisant dans ces centres. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi on demande d'ailleurs que cet effectif, n'est-ce pas, soit revu à la hausse. Comment il peut être vu à la hausse? Comment on est formé? Comment on devient travailleur social? Bon, il faut passer nécessairement par... l'INFES. après, disons, il faut obtenir d'abord le bac. Après quoi, présenter le concours d'entrée à l'Institut national supérieur de formation sociale. C'est ça. En sortir avec, après 3 années de formation avec un diplôme d'état d'assistant social. Mais les travailleurs sociaux sont, j'allais dire, une catégorie de corps de métier. On y retrouve aussi les éducateurs spécialisés, les maîtres d'éducation spécialisés qui font le langage des signes. Et j'en ai pour collaborateur un maître d'éducation spécialisé, parce que figurez-vous, un malade malentendant. qui n'entend pas du tout, qui se présente, qui vient en consultation, qui doit l'aider, qui doit aider le médecin. C'est encore le travail social. Juste pour dire que voilà, nous faisons suffisamment. Exactement. Oui. Et votre combat, vous avez l'impression que votre combat est entendu? Vous parliez tout à l'heure du ministre de la Santé Oui. qui a présidé donc votre cérémonie. Vous avez vraiment l'impression qu'il entend vos Notre préoccupations? combat, nous pensons que notre combat, il est entendu. Il est entendu en ce sens que partout où nous sommes passés, la seule chose qui nous a été dite, votre combat, il est légitime. Allez jusqu'au bout. Et nous croyons j'allais dire, au changement de statut. Voilà, avec tous ces éléments de preuve que nous avons. Nous attendons qu'on nous apporte, j'allais dire, les éléments de preuve La contradiction, contraires. hein? Voilà, c'est tout. Sinon, à mon sens, il n'en existe pas. Monsieur Kwakre, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes assistant social, Bien, chef du service social de l'hôpital général de Koumassi Bien sûr. et secrétaire général du syndicat des professionnels du médico-social fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Je tiens Merci. vraiment à vous remercier. Ben, c'est nous. En tout cas, on en sait un peu plus sur votre coopération C'est ça. et surtout sur le combat que vous menez. On espère Merci. simplement que vous aurez gain de cause, vous serez entendu Ah oui. et qu'avec votre ministère de tutelle, eh bien, la communication passera C'est ça. pour le bien des uns et des autres et surtout pour le bien des malades C'est que vous rencontrez parce que surtout c'est ça, cela, oui. qui est important. Merci beaucoup d'avoir été en Merci à notre vous. compagnie. Merci Élisée. Merci, Brice. Ah ouais. Merci Daouda, merci Isabelle. Merci. Merci à toutes les Merci, équipes Brice. techniques et éditoriales. Ben, écoutez les amis, c'est mardi férié, prenez du temps, reposez-vous. Parce que demain, Mais déjà, Ferry est fini. Hein. demain il y a travail. Voilà, Demain il y a un travail. Pour ceux Ferry qui est doivent déjà être à la fini. tâche, prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.